Développement de l'affaire Benalla, c'est la troisième partie, territoire Sénat, Saveria, les titres de cette actualité ce matin. Bonjour à tous. Une première nuit en prison pour Alexandre Benalla. L'ancien chargé de mission de l'Élysée a été placé en détention provisoire hier à la prison de la Santé pour avoir violé son contrôle judiciaire. Parallèlement, c'est ce matin que la commission d'enquête sénatoriale rend son rapport. Les sénateurs pourraient saisir la justice pour faux témoignages après les déclarations contradictoires d'Alexandre Benalla. Édition spéciale à suivre dès 10h30 sur notre antenne. 20 000 personnes à Paris, des milliers dans toute la France. La République était unie hier face à l'antisémitisme. Avant cela, Emmanuel Macron et les présidents des deux chambres s'étaient recueillis ensemble au mémorial de la Shoah à Paris pour exprimer leur solidarité envers la communauté juive de France. Comment désenclaver les territoires ruraux? C'est l'objet d'un texte examiné au Sénat aujourd'hui. La loi vise à améliorer la qualité et l'accessibilité des moyens de transport dans les zones enclavées. Nous en parlerons avec mon invité, le président du groupe Les Indépendants au Sénat, Claude Maluret. Je vous le disais en titre, Alexandre Benalla a passé une première nuit en prison. L'ancien chargé de mission de l'Élysée a été placé en détention provisoire à la prison de la Santé à Paris pour avoir violé son contrôle judiciaire. Parallèlement, c'est ce matin que la commission d'enquête sénatoriale rend son rapport. Les sénateurs envisagent de saisir la justice pour faux témoignages après les déclarations contradictoires d'Alexandre Benalla. Les explications de Quentin Calmet. Très attendu depuis des mois, c'est aujourd'hui à 11h que les sénateurs rendront enfin leurs conclusions dans la tentaculaire affaire Benalla. Point de départ pour la commission d'enquête, les violences de la place de la Contrescarpe. Le Monde révèle le 18 juillet l'identité d'Alexandre Benalla. S'en suivront 29 auditions, dont celle de l'ancien chargé de mission. Avec un constat qui apparaît au fil des témoignages, Alexandre Benalla a désorganisé les services de l'État. En ce qui concerne M. Benalla, je ne suis toujours pas convaincu qu'il n'exerçait pas la fonction de garde du corps. Comment expliquer autrement le port d'armes ? Mais en décembre, l'affaire est relancée lors d'une visite d'Emmanuel Macron au Tchad. On apprend qu'Alexandre Benalla a continué à utiliser des passeports diplomatiques alors qu'il n'était plus salarié de l'Élysée. Les sénateurs décident alors d'organiser 5 nouvelles auditions. Quand il va voir le frère du président du Tchad, qui a un rôle éminent en matière de sécurité et d'importation d'armes au Tchad, et qu'il le fait avec un passeport officiel, on peut quand même s'interroger sur le rôle réel de M. Benalla dans une diplomatie parallèle. Aux soupçons de diplomatie parallèle s'ajoute ensuite le volet sur les contrats russes. Ils auraient été négociés pour l'un d'entre eux au moins, alors qu'Alexandre Benalla était encore salarié de l'Élysée. Je voulais vous demander si vous connaissiez M. Iskander Makhmudov. Je ne connais pas cette personne, mis à part à travers la presse, et je ne l'ai jamais rencontré. Une réponse prononcée alors qu'Alexandre Benalla était sous serment. De nombreux sénateurs le suspectent alors d'avoir commis un parjure. Il nous a menti. En tout cas, la commission en décidera. Mais manifestement, il nous a menti, et sûrement pas qu'une seule fois. Donc on va prospecter en la matière. Si nous sommes intimement convaincus qu'il y a eu mensonge, en tout cas ça c'est mon intime conviction personnelle, nous devons demander à la justice de sanctionner M. Benalla. Sur tous ces volets de l'affaire Benalla, les conclusions des sénateurs sont donc très attendues. Voilà, je vous le disais en titre, les sénateurs pourraient saisir la justice pour faux témoignages après les déclarations contradictoires d'Alexandre Benalla. Je propose d'écouter un des membres justement de la commission d'enquête qui juge que l'exécutif a été en dessous de tout dans cette affaire. Ce sont ses mots. Il était au micro de Tam Tranui. Les conclusions personnelles, c'est que d'abord il y a eu un parjure tout au long de ces auditions et que je souhaite, en tous les cas j'espère que la commission saisira le procureur de la République de cette affaire-là. Ensuite, c'est le constat sur le fond que jamais cette affaire n'aurait dû avoir lieu si M. Benalla très vite avait été sous contrôle et qu'on l'ait stoppé rapidement. Et je pense que malheureusement il a pris beaucoup trop de pouvoir, beaucoup trop d'importance et on l'a laissé faire. La question qui se pose réellement, c'est pourquoi l'a-t-on laissé faire? Ça, c'est vraiment la question de fond. Pourquoi? Et puis enfin, quel dispositif doit être mis en place maintenant pour protéger encore plus l'institution, le président de la République, de toute difficulté? Bien sûr qu'il y a eu des dysfonctionnements. Bien sûr, il y a eu des dysfonctionnements en cascade. Il faut les corriger rapidement pour que effectivement l'institution de l'Élysée et le président de la République soient dans une situation
de certitude et pas de voir des situations comme celle-ci où une personne, parce qu'elle décide de prendre le pouvoir, on la laisse faire, arrive finalement à créer des difficultés très importantes. Vous jugez que la gestion de l'exécutif n'a pas été à la hauteur, en tout cas ça c'est certain. Je la trouve plutôt en dessous de tout. Voilà, à quoi s'attendre à propos d'Alexandre Benalla, c'est ce qu'on va essayer de décrypter maintenant avec l'œil de Benjamin Morel dans un instant. Vous êtes docteur en sciences politiques, on a bien besoin de vos éclairages. Bonjour Benjamin Morel, merci d'être avec nous. Bonjour Benjamin, c'est donc ce matin que les sénateurs rendent leur rapport. Après 6 mois d'enquête, que peut-on s'attendre à voir dans ces conclusions ? Il faut bien comprendre ce que c'est une commission d'enquête. Une commission d'enquête, ça n'a pas pour but de faire toute la lumière dans une affaire. Ce n'est pas son premier objectif. Son premier objectif, c'est de pointer des dysfonctionnements dans le fonctionnement de l'exécutif, dans le fonctionnement de l'administration. Donc, de ce rapport, il va surtout falloir s'attendre à un certain nombre de préconisations sur comment ce qui s'est produit, et qui va bien sûr être évoqué, mais ce qui s'est produit ne puisse pas se reproduire. Quels ont été les dysfonctionnements et comment y remédier ? Des recommandations donc, mais pas de révélations, hein. Alors on peut peut-être s'attendre à on peut s'attendre en fait à quelle a été la vision du Sénat, de la commission d'enquête sur les événements. Mais les événements en soi, on les connaît déjà. On a déjà vu les auditions. Donc des révélations sur le fond, non. Des révélations sur l'interprétation, oui. La question qui est posée ce matin, qu'on entend beaucoup, c'est y a-t-il eu parjure ? Tous les sénateurs, ou en tout cas une grande partie des sénateurs interrogés répondent oui, répondent par l'affirmative. Ils envisagent de saisir la justice pour faux témoignages. Alors, si vous voulez, il faut différencier deux choses. Est-ce qu'il y a eu parjure ? Ça va être à la justice de l'apprécier. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément facile de prouver un parjure parce qu'il faut montrer qu'il n'y a pas eu d'oubli, etc. Oui, mais néanmoins, c'est au bureau du Sénat de décider de saisir, exactement, de faire un signalement à la justice, au parquet. Hein. Exactement. Et cette saisie, elle ne dépend pas de l'établissement du parjure. Elle dépend du soupçon du parjure de par la commission d'enquête. Donc si jamais il y a un soupçon sérieux qu'Alexandre Benalla a parjuré, il peut y avoir saisie et ensuite ce sera à la justice de déterminer s'il y a eu ou pas parjure. Benjamin Morel, il y a un autre aspect, c'est que cette commission d'enquête sénatoriale a aussi montré, l'importance du travail du Sénat, l'indépendance du Sénat dans cette affaire, dans ce travail d'enquête. Alors en effet, on a eu une commission sénatoriale qui a juré un petit peu par rapport à ce qui avait pu se passer à l'Assemblée nationale, commission d'enquête qui a été très conflictuelle et qui a été très courte, et donc qui est passée à côté de nouvelles révélations, de nouveaux développements de l'affaire. Paradoxalement, on a eu une commission d'enquête à l'Assemblée nationale qui s'est saisie plutôt de la question, mais qui l'a probablement moins bien traitée. En revanche, la commission sénatoriale a montré à la fois son sérieux sur le fond, sa capacité, toujours délicate, à faire la différence entre l'affaire judiciaire et l'affaire administrative. Donc là-dessus, en effet, c'est une crédibilisation du travail du Sénat qui est évidente. Et qui un petit mot, pardon, Saveria. Est-ce que la télévision a joué ou pas dans cette affaire ? Les auditions publiques, les retransmissions par Public Sénat. Alors, Public Sénat, je crois, fait ses meilleures audiences sur cette affaire. Donc, ça a été un moment important, si vous voulez, du point de vue de la publicité et de la visibilité des commissions d'enquête parlementaires. On n'a pas cette culture-là en France. Il y a cette culture-là aux États-Unis, il y a cette culture-là dans les pays anglo-saxons. Et là, c'est quand même quelque chose d'important, justement, pour montrer que le travail de contrôle du Parlement, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui peut être efficace. Pourtant, dès le début, la commission d'enquête, ou en tout cas le Sénat, a été accusé par la majorité, par la République En Marche, d'en faire trop et d'être dans une posture d'opposant politique. Alors qu'il puisse... On se souvient qu'Emmanuel Macron a même appelé Gérard Larcher à propos de cette commission d'enquête. Alors qu'il puisse y avoir des tensions politiques au sein de la commission, c'est normal. On est dans un organe politique, que ce soit le gouvernement ou que ce soit le Sénat. En revanche, sur le travail qui a été mené, ce n'est pas un travail politique qui a été mené. C'est-à-dire qu'on a eu réellement une commission qui s'est concentrée sur ses compétences, c'est-à-dire sur la question de l'enquête administrative. Il apparaît difficile quand même de voir dans cette commission une volonté, une velléité de déstabiliser l'exécutif. C'est très clairement pas ce qu'il en est ressorti. Merci Benjamin, merci pour cet éclairage. Et puis dans le reste de l'actualité, la République unie face à l'antisémitisme, Emmanuel Macron et les présidents des deux chambres se sont recueillis hier au mémorial de la Shoah à Paris pour exprimer leur solidarité envers la communauté juive de France. Le chef de l'État qui rappelle que l'antisémitisme, c'est la négation de ce qu'est la République et de ce qu'est la France. Je vous propose d'écouter Richard Ferrand et Gérard Larcher. Ils étaient au micro de Sandra Cerquera. Il y a tout un symbole. Le président de la République nous a rejoints et ce triptyque de la République, l'exécutif, les deux assemblées, c'est d'abord
un signe de la République en direction de nos compatriotes juifs. La France est leur pays et la France a besoin d'eux comme nous avons besoin d'autres composantes dans notre pays. Ce que je voudrais dans le message de ce soir, qui est un message de rassemblement avec Richard Ferrand, dans notre diversité, nous sommes vraiment aux côtés de nos compatriotes juifs de France. La France a besoin d'eux. C'est vraiment le message que je voulais partager. Comme l'a dit le président Larcher, nous sommes là pour dire que notre communauté nationale a besoin de tout le monde et que l'abjecte insanité que représente l'antisémitisme n'a pas de place dans notre République. Et si nous étions là ensemble, c'était pour dire notre détermination à ne jamais céder. Nous ne tolérerons jamais et nous ne tolérerons pas des attaques à l'égard de nos compatriotes juifs. Et bien sûr, de grands rassemblements partout en France contre l'antisémitisme, Savaria. 20 000 personnes à Paris, des milliers dans toute la France. La République était unie hier face à l'antisémitisme. Beaucoup d'élus présents, beaucoup de sénateurs, ainsi que 2 anciens chefs de l'État, François Hollande et Nicolas Sarkozy. C'est un sujet, un reportage de Béatrice Faisan. La célèbre main jaune contre la haine de l'autre, brandie comme un étendard. Ils étaient des milliers place de la République hier soir pour exprimer leur indignation contre l'antisémitisme. C'est pas normal qu'il y ait encore autant d'antisémitisme. Il y a une vague qui est incroyable ces derniers jours et du coup c'est important de se mobiliser pour dénoncer ces actes qui sont ignobles et qui ne devraient plus exister. Des actes qui rappellent les temps obscurs de l'histoire que la plupart préféreraient oublier. Je suis contre l'antisémitisme, voilà, et que je suis juive et que je ne veux pas revoir ce qu'on a vécu. C'est honteux qu'à l'heure actuelle, en 2019, on soit obligé de manifester contre les religions et contre le racisme. Ça suffit, partout dans les mains, le même slogan contre l'obscurantisme. Dans la foule, les élus de la République sont venus montrer leur soutien au rassemblement. Il faut plus que jamais nous fédérer nombreux et dire notre refus de cette haine, de ces références abominables qui sont les références nazies à un régime qui a tué des millions de personnes. Tous unis contre la haine, et à commencer par la jeune génération. Miles, 7 ans, est venu avec son papa pour sa première manifestation et il a tout compris. Il y a des gens qui sont bêtes parce qu'ils disent parce qu'ils se moquent des autres, parce que les autres sont différents d'eux. Et comme le dit l'adage, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Voilà. Voilà, place maintenant à la deuxième interview politique de cette émission. C'est Claude Malhuret qui est là dans un instant. Tout de suite. Bonjour Claude Malhuret, merci d'être là. Présence sur ce plateau en direct. Vous êtes sénateur Les Indépendants de l'Allier pour le face-à-face. Merci. Bonjour Claude Malhuret. Avant de parler du reste de l'actualité, j'aimerais entendre votre réaction face au placement en détention d'Alexandre Benalla qu'on a appris hier soir. Votre collègue François-Noël Buffet juge que l'exécutif, ce sont des mots forts, que l'exécutif a été en dessous de tout dans cette affaire. Est-ce que vous êtes d'accord ? Il y a l'exécutif et puis il y a Alexandre Benalla lui-même, si vous voulez. Il y a 2 problèmes. Alexandre Benalla, quand on regarde cette saga, c'est en train de devenir une saga, on hésite entre le 4e épisode d'OSS 117 avec Jean Dujardin, on hésite entre une comédie à épisode, à tiroir, et puis une tragédie de quelqu'un qui est d'origine très modeste, qui s'est élevé progressivement avec son travail, et puis qui un beau jour, je ne sais pas comment on dit, pète les plombs, un beau jour, c'est de ce point de vue-là, du point de vue humain, quelque chose de tragique. Évidemment, du point de vue de l'exécutif, il a été choisi, on le sait, à l'occasion d'une campagne, on n'est pas dans les mêmes conditions dans une campagne, et quand on devient président de la République, il a été ensuite gardé, bien entendu, que je ne sais pas si on peut dire que l'exécutif a été en dessous de tout. Je connais peu d'exécutifs qui n'aient pas eu des affaires semblables. Ça montre après tout que c'est difficile de choisir ses collaborateurs, qu'il faudra sans doute faire mieux. Ça montre peut-être qu'entre le nouveau monde et l'ancien monde, en définitive, le monde est toujours le monde, que les hommes sont toujours les hommes, et que sans doute on verra ce genre de feuilleton dans le futur, comme on l'a vu dans le passé, comme on le voit dans le présent. Qu'attendez-vous du rapport qui va être mis d'ici 2 heures maintenant par les sénateurs membres de la commission ? Je crois que ce qu'on attend du rapport... Des recommandations ? Pardon ? Vous entendez des recommandations
recommandations avant tout. Oui, bien entendu, parce que le rapport ne peut pas, par définition, Philippe Ball l'a toujours dit, c'est constitutionnel, il ne peut pas enquêter sur les faits qui sont aujourd'hui, qui font l'objet d'enquête de la justice. Par conséquent, je pense que le rapport va évidemment se concentrer d'abord sur le témoignage et ce qu'on pense du témoignage d'Alexandre Benalla, et deuxièmement sur des recommandations, parce que sinon elle dépasserait son rôle constitutionnel. Claude Malhuret, on a vu hier des milliers de personnes dans toute la France manifester, se mobiliser contre l'antisémitisme. Nicolas Sarkozy, ancien chef de l'État, a déclaré que les gouvernements n'en ont pas fait assez pour lutter contre ces actes. Est-ce que vous êtes d'accord ? On peut toujours dire qu'il faut faire plus. Moi, ce que je pense aujourd'hui, ce que je découvre aujourd'hui, c'est qu'il y a une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que les statistiques montrent que l'antisémitisme augmente. Les images que l'on voit... 74% d'augmentation des actes antisémites l'année dernière. Les images que l'on voit sont évidemment des mauvaises nouvelles. L'antisémitisme augmente et quelque chose qui me préoccupe et qui ne pouvait pas être traité par les gouvernements précédents, parce que ça n'existait pas, c'est que les réseaux sociaux sont en train de devenir de jour en jour des réseaux antisociaux, où on crache la haine de tout le monde. C'est là-dessus qu'il faut agir avant tout. Il faut, bien entendu, il y a un rapport qui a été déposé il y a 6 mois sur le bureau du Premier ministre, sur les mesures à prendre par rapport au discours de haine sur les réseaux sociaux. On en a parlé d'ailleurs hier aux questions au gouvernement du Sénat, et Édouard Philippe a répondu, bien entendu, c'est pas Édouard Philippe qui a répondu, c'est un des ministres qui a répondu que il fallait, en tout cas nous on est persuadés qu'il faut le faire vite. Donc, je ne sais pas si ce qui a été fait était suffisant, c'était probablement adapté à légiférer sur l'antisionisme. Emmanuel Macron a fermé la porte hier à cette idée, à cette pénalisation de l'antisionisme. Vous y seriez-vous favorable ? Je pense qu'il faut distinguer, bien entendu, beaucoup d'antisémites se servent de l'antisionisme parce qu'ils n'ont pas le droit légalement d'exprimer leur antisémitisme. Mais le sionisme, c'est quelque chose de particulier, c'est une opinion politique, c'est un corpus politique, avec d'ailleurs des déclinaisons différentes, territoriales, religieuses ou autres, et par conséquent, on ne peut pas empêcher les gens d'exprimer par rapport à la politique d'Israël, par rapport au gouvernement israélien, on ne peut pas empêcher... il y a des antisionistes qui se servent de l'antisionisme par antisémitisme. Il y a aussi des antisémites qui sont sionistes. Parce que, par exemple, c'est l'exemple de Céline, bien connue. Céline dit que les Juifs aillent en Israël pour que nous en soyons débarrassés. Donc, l'antisionisme et l'antisémitisme, on peut faire l'amalgame, beaucoup font l'amalgame, mais ça n'est pas la même chose. Et donc, la liberté d'opinion fait qu'on ne peut pas légiférer, en tout cas pas avec, comme le disait Nietzsche, pas sans y aller sur des pattes de colombe, parce que c'est un sujet très délicat. C'était Montesquieu également qui disait qu'il faut légiférer d'une main prudente. Voilà, d'une main tremblante. Claude Malhuret, vous avez prononcé un discours très fort. Beaucoup de gens s'en souviennent en décembre dernier, à la tribune du Sénat en pleine crise des Gilets jaunes. Vous parliez d'une crise qui nous guette depuis 30 ans. Et pourtant, année après année, nous n'avons pas su relever le défi, par lâcheté peut-être, par faiblesse sûrement, par renoncement, c'est certain. Je crois que le résultat est là et qu'on est juste... Elle dit ça, cette crise, pour vous ? Oui, bien sûr qu'elle dit ça. Et je crois que tout le monde en est conscient. On l'a tous vu venir. Dans nos campagnes, dans nos quartiers, dans nos territoires. Tout le monde l'a vu venir. Et puis la France, contrairement à ses voisins européens, n'a pas réformé. Et par conséquent, aujourd'hui, on est en plein au cœur du débat, mais on est obligé de le faire avec une pression, dans des sortes d'affrontements. Le grand débat, c'est là pour régler ça, mais il a fallu des semaines et des semaines d'émeutes, d'affrontements, et il aurait beaucoup mieux valu le faire autrement. Maintenant, le problème, c'est que je disais aussi dans ce discours qu'il y avait un mouvement qui refuse de se structurer, le mouvement des Gilets jaunes, un mouvement qui refuse de se donner des représentants. Et donc il est difficile d'y répondre. Il peut terminer que de deux façons, soit par l'insurrection, heureusement ça n'est pas le cas, soit, j'utilisais l'expression, soit la dispersion, l'appauvrissement, et qu'il n'en resterait plus rien d'autre que ce qui reste d'un pigeon qui traversait un ventilateur. C'est ce que je disais. Ce que j'avais pas vu, c'est qu'au moment, c'est que non seulement c'est ce qui est en train de se passer,
Mais en plus, ce que je n'avais pas vu, c'est qu'il y avait des dégâts collatéraux quand un pigeon traverse le ventilateur et qu'on y est avec l'antisémitisme, avec la haine et la montée des violences. Pour terminer, quelques mots sur un texte, une loi qui est examinée cet après-midi en séance au Sénat. Une proposition de loi qui vise à faciliter le désenclavement des territoires. C'est le rôle aussi de vous, élus des territoires. En quelques mots, comment désenclaver les territoires ruraux aujourd'hui? Pourquoi c'est une priorité, cette cohésion des territoires? C'est une priorité exactement pour la raison que vous avez évoquée dans la question précédente, parce que ça fait 30 ans qu'on n'a pas fait grand-chose. Il n'y a pas seulement sur les dépenses publiques, sur les impôts, etc. Il y a aussi sur l'aménagement du territoire. C'était une grande cause, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous êtes un peu jeune pour vous en souvenir, du temps de Gaulle, il y avait des ministres d'État qui étaient chargés du désenclavement du territoire. Ça fait de nombreuses années qu'on n'a rien fait. Par conséquent, aujourd'hui, je vous prends un exemple, je mets plus de temps mon train entre l'Allier et Paris, entre mon département et Paris, mais plus de temps aujourd'hui qu'il ne mettait il y a 20 ans. Et dans beaucoup de régions de France, c'est comme ça. C'est un exemple parmi d'autres. Donc, bien entendu, à force de ne pas s'en occuper, les choses deviennent des urgences. Claude Malhuret, vous êtes sénateur Les Indépendants de l'Allier, on l'a dit tout à l'heure. En avril 2018, dans La Montagne, notre confrère, vous disiez « Ma position personnelle, c'est que quiconque prédit le paysage politique dans les 6 mois est un charlatan. » Et vous ajoutiez « Les partis extrêmes font du bruit, mais sont discrédités. » Est-ce que vous diriez encore ça aujourd'hui? Que les partis extrêmes fassent du bruit, bien sûr. Qu'ils soient discrédités, en tout cas, je pense auprès des gens sensés, il est important qu'ils le soient. Bien entendu, je vois ce que vous voulez dire. Il y a aujourd'hui, pas seulement en France, et même beaucoup plus ailleurs qu'en France, une tendance à l'autoritarisme, aux solutions extrêmes, aux discours extrêmes. C'est un paysage qui est évident. Maintenant, quand je disais que les toute personne qui prédisait ce qui se passerait est un charlatan, je pense que c'était un petit peu prophétique parce que entre avril 2018 et aujourd'hui, je crois que rien ne s'est passé comme on le pensait. Si Claude Merci Malhuret, beaucoup, sénateur Claude Malhuret, des merci. Indépendants de l'Allier, on passe à l'agenda, ce qui se passe au Sénat. Il s'en passe des choses, ça va arriver, bien sûr. On en a parlé, on en parle et on va continuer d'en parler. La grande actualité ce matin, c'est bien sûr la remise du rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla. Actualité à suivre à 11h en direct sur notre antenne. Dès 10h30, Delphine Girard vous fera vivre avec ses invités cette actualité majeure après des mois de travaux d'audition de la commission d'enquête. À 14h30, on en a parlé également, l'examen en séance d'une proposition de loi qui vise à faciliter le désenclavement des territoires, un texte présenté par Jacques Mézard, Jean-Claude Requier et Yvon Collin. Et puis enfin à 18h30, toujours en séance, un débat sur la fracture numérique et les inégalités d'accès aux services publics, un débat demandé par le groupe Les Républicains. Voilà, il s'en passe beaucoup de choses au Sénat et l'émission spéciale qu'il faut rappeler tout à l'heure à 10h30, édition spéciale sur Public Sénat, Canal 13 de la TNT, à propos de l'affaire Benalla, bien sûr. On va tout de suite passer à la revue des unes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Merci. Voilà, à la une, deux dernières nouvelles d'Alas, DNA, le sursaut ce matin, ça va rien. 20 000 à Paris, des milliers dans toute la France, comme ici à Strasbourg. La France unie face à l'antisémitisme. Plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron s'était rendu à Quattenheim, en Alsace, où 96 tombes du cimetière juif ont été profanées, couvertes de croix gammées. Le chef de l'État promet une réponse législative forte. Ceux qui ont fait ça ne sont pas dignes de la République. Elle les punira. Ce n'est pas aux Juifs de France de se défendre. C'est à la République, a-t-il ajouté. Cependant, ce combat ne passera pas par une loi punissant l'antisionisme demandée par certains députés de sa majorité, à laquelle le chef de l'État s'est dit hier opposé. C'est la presse de la Manche, du journal du groupe Ouest France, qui met à sa une les Manchois, ce qu'il demande à Emmanuel Macron. À mi-chemin du grand débat national, la préfecture de la Manche commence à collecter les doléances recueillies dans les communes et départements. Certains thèmes reviennent très souvent, le pouvoir d'achat, le rétablissement de l'ISF ou encore la hausse des retraites. L'assurance chômage à la une du Télégramme de Brest, le journal dont Hubert Coudieu dirige l'information, qui était présent sur notre plateau tout à l'heure. Réunion de la dernière chance ce mercredi pour l'assurance chômage. Syndicats et patronat vont tenter de trouver un accord, notamment sur les contrats courts qui concernent 1 million
millions de salariés. Si les syndicats échouent à trouver un accord, l'État imposera sa propre réforme. Mais après 3 mois de surplace, on se dirige plutôt vers un échec des négociations en cause. Les fortes oppositions sur la manière de lutter contre les recours trop fréquents aux contrats courts. Les partenaires sociaux butent notamment sur l'instauration d'un bonus-malus pour décourager les entreprises de recourir à ces contrats. Alors qu'un tiers des CDD en France ne dure qu'une journée. Un dispositif réclamé par les syndicats, fort des engagements d'Emmanuel Macron en ce sens, mais qui est catégoriquement rejeté par le patronat qui a tenté jusqu'ici en vain de convaincre les syndicats d'y renoncer. Une première européenne, le scanner du futur au CHU de Dijon, c'est à la une du Bien public. Une première européenne, le CHU de Dijon s'est vu équipé d'un scanner du futur, un scanner équipé d'un module d'intelligence artificielle. Concrètement, ça permet d'améliorer grandement la qualité des images et de réduire l'irradiation des patients. 2 autres hôpitaux français seront bientôt pourvus de cette même technologie. Il s'agit de l'hôpital Gustave Roussy à Paris, ainsi que le centre hospitalier universitaire de Nancy. Quelques secondes, la presse quotidienne régionale rend hommage à Karl Lagerfeld. Absolument. La haute couture perd une icône et un créateur hors pair pour les DNA. C'est une Dijonnaise qui prend sa suite. Et c'est bien sûr à la Virginie Viard. Virginie Viard, voilà. Absolument. Bravo. Merci beaucoup. Vous savez rien, on vous retrouve évidemment demain pour l'actualité parlementaire. Merci à vous. Dans un instant, nous, on regarde la météo des territoires, le temps qu'il fait en France aujourd'hui et également dans les territoires français d'outre-mer. Et puis le Zap Matin de Christophe Combario avec ce qui s'est passé dans les autres matinales d'info ce matin. On le regarde ensemble, on se retrouve après. Très bonne journée, à demain. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Emmanuel Macron, ému, au milieu d'un cimetière juif profané. Je suis horrifié par ce geste qui vient le jour même où nous allons ensemble dire à quel point nous élevons contre l'antisémitisme. La bête immonde de l'antisémitisme a encore frappé, une fois de plus, une fois de trop. Ça nous rappelle aussi qu'il faut bien se garder de toutes sortes de polémiques politiciennes dans la lutte contre l'antisémitisme et le racisme. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette dénonciation, mais nous devons dénoncer. Nous allons le faire ce soir, à nouveau, avec beaucoup d'humilité dans ce que nous savons de l'impact de cette dénonciation, mais aussi avec beaucoup de détermination. Il ne faut pas se raconter d'histoire. À l'heure actuelle, l'antisémitisme, il passe en fraude sous les oripeaux de l'antisionisme. Je confirme que ceux qui aujourd'hui, dans le discours, veulent la disparition d'Israël sont ceux qui veulent s'attaquer aux Juifs. Et vous êtes d'accord, il ne faut pas pénaliser l'antisionisme ? Je suis d'accord avec les propos du président de la République. Il faut faire attention, il ne faut pas légiférer dans l'urgence ou dans l'émotion. On a vu par le passé que ce n'était pas toujours probant en termes de résultats. Lorsqu'on rentre dans le détail, la condamnation pénale de l'antisionisme pose d'autres problèmes. Qu'est-ce qu'il sera permis encore d'avoir une analyse géopolitique ou une appréciation politique de ce que fait par exemple l'État d'Israël, son gouvernement ? Bon voilà, c'est une vraie question. L'antisémitisme, c'est un fléau, c'est une meurtrissure, c'est une attaque contre la République et qu'il est essentiel que nous soyons face à ce risque pour nos institutions, pour ce que nous représentons, pour nos valeurs. Unis. Je suis dans ma circonscription, parmi mes amis, je me sens plus en sécurité qu'à Paris, où la police s'est avérée incapable de me protéger la dernière fois. Un certain nombre d'individus provoquent, insultent l'autorité de l'État. L'État doit répondre. Je suis sûr qu'il le fera, mais il faut le faire maintenant et avec une fermeté
extrême. La force de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon ce soir. Jean-Luc Mélenchon manifeste, Marine Le Pen aussi, je crois. Donc, je veux pas. On est dans un moment où on va essayer d'être hors de toute polémique. C'est pas le lieu et c'est pas le moment. Depuis plusieurs jours, on sent quand même de manière diffuse dans la société française le fait qu'on n'accepte pas l'inacceptable, tout simplement. Et donc, bien sûr, c'est une soirée, c'est à la fois beaucoup et insuffisant. Et donc, ce qui compte maintenant, c'est notre manière profonde de nous mobiliser sur ce sujet. Voilà, demain dans notre émission, c'est Multiplex, le grand débat national au plus près des Français et des élus que nous retransmettrons dans Territoire d'Info et dans le Journal des Territoires avec l'ensemble des télés locales de France et de la presse quotidienne régionale. Et l'invité politique, ce sera Marc Fesneau, le ministre des Relations avec le Parlement. Merci de votre fidélité, bonne journée à tous et à demain. Au revoir.